Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du cours sur socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne de 1875 à nos jours. Alors pourquoi ce sujet sur le mouvement ouvrier qui regroupe socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne à partir de la fin du 19e siècle? Eh bien nous l'avons dit à travers un tableau, le tableau de Menzel, La Fabrique de 1875. L'Allemagne connaît une très forte industrialisation dans la deuxième moitié du 19e siècle qui entraîne une forte croissance du monde ouvrier. Et ce monde ouvrier, à la fin du 19e siècle, n'a pas de protection. Et c'est dans ce contexte d'un monde ouvrier nombreux et pas pris en compte que se développe le courant, l'idéologie socialiste. Alors cette idéologie socialiste, elle va en fait prendre assez rapidement différentes formes. Dans le champ politique, il va y avoir deux tendances qui vont naître, nous l'avions dit, il faudrait le rappeler dans l'introduction, une tendance plus révolutionnaire, qui ensuite donnera le communisme, et une tendance plus réformiste, qui sera incarné par le socialisme ou la social-démocratie. Mais dans le champ social, ce mouvement ouvrier se structure également à travers des syndicats socialistes qui en Allemagne ont une particularité car ils sont très liés aux partis politiques. Alors, le cours va de 1875 à nos jours et il étudie l'évolution de ce mouvement ouvrier de 1875 à nos jours. C'est très intéressant parce qu'on pourra montrer que le mouvement ouvrier a été un moteur d'importantes réformes sociales et ce mouvement ouvrier a suivi l'évolution politique de l'Allemagne de la fin du 19e siècle à nos jours et il en a été soit un acteur important, soit au contraire particulièrement réprimé. Donc finalement c'est un cours sur la naissance d'une idéologie et comment une idéologie s'incarne de différentes manières dans le champ politique et le champ social. Alors on peut se demander donc comment a évolué ce mouvement ouvrier de 1875 à nos jours et nous avions dit que nous allions faire trois parties. Une première partie sur finalement la vraie fin du 19e siècle jusqu'en 1916 avec la structuration du mouvement ouvrier, l'organisation du mouvement ouvrier. Une deuxième partie de 1916 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale finalement avec un mouvement ouvrier qui prend le pouvoir mais profondément divisé, ce qui va entraîner sa disparition. Et enfin une troisième partie sur le mouvement ouvrier dans l'après-guerre. Alors, la première partie, naissance et organisation du mouvement ouvrier, 1875-1916. Il faudrait d'abord, dans une copie, revenir un tout petit peu avant, autour de la création du grand parti ouvrier allemand, qui est le Parti social-démocrate. À l'origine de ce grand parti, il y a, bien sûr, un courant de pensée, et en particulier le marxisme, qui s'est fait dans le cadre du printemps des peuples et de la révolution des révolutions du milieu du 19e siècle. Alors, il faudrait citer Karl Marx, son livre, Le manifeste du Parti communiste, 1848, et puis Le Capital, quelques années plus tard. Ensuite, il faudrait rappeler que cette idéologie, dès le début, elle a été discutée entre deux courants, un courant plutôt révolutionnaire et un courant plutôt réformiste. Et qu'en 1875 a lieu le congrès de Gotha, qui est le premier congrès qui réunit ces différents courants socialistes pour former un premier parti socialiste, le SAP. Et il faudrait bien dire que dans le congrès de Gotha, on a la réunion de la tendance réformiste qui est initiée, qui est menée par Ferdinand Lassalle, et de la tendance révolutionnaire qui, elle, est plutôt incarnée par Wilhelm Liebknecht ou Auguste Bebel. Mais que concernant la formation de ce premier parti, le SPD, il faut attendre le congrès d'Erfurt pour avoir réellement la fondation du SPD.
Et l'intérêt de ce congrès d'Erfurt est qu'il montre que le programme du SPD, à l'origine, est plutôt un programme social, démocrate, réformiste, qu'un programme révolutionnaire. Alors pourquoi social-démocrate? D'abord parce que la démocratie a une place, la défense de la démocratie a une place très importante dans un empire allemand qui était encore autoritaire, et parce que il y a l'idée d'améliorer la condition ouvrière, pourquoi pas en lien avec les puissances syndicales qui se structurent à la même époque. Pour autant, si le mouvement ouvrier connaît entre 1875 et la fin du XIXe siècle une vraie croissance, il est aussi combattu. Il est aussi combattu parce que l'Empire allemand, qui est autoritaire, n'a pas intérêt à voir un contre-pouvoir émerger. Et donc là, il faudrait citer les lois de Bismarck, qu'on appelle les lois antisocialistes, 1870-1890, qui visent à empêcher la structuration de ce mouvement ouvrier, en faisant en parallèle un certain nombre de réformes sociales pour essayer de compenser l'interdiction de ce mouvement ouvrier. Alors enfin, dans une dernière partie de ce cours, il faudrait dire qu'à côté du développement de partis ouvriers, il y a aussi un développement d'un courant syndical. Et que ce syndicalisme s'organise en Allemagne dès la fin des années 1860. Mais que, attention, le mouvement syndical est très divers. Tous les syndicats ne sont pas socialistes. Les syndicats socialistes sont ceux qu'on appelle les syndicats libres. Mais en 1892 est créée une grande confédération qui réunit ces syndicats libres que l'on appelle l'ADGB. Et cette confédération est influente car elle a de nombreux adhérents. Et donc à la fin du XIXe siècle, en Allemagne, se structure un modèle social-démocrate où on a un parti ouvrier très important, le SPD, important par le nombre d'adhérents, avec un syndicat très important, l'ADGB, et que ce parti ouvrier et ce syndicat cherchent en commun à mettre en place un certain nombre de réformes sociales. Et donc la participation commune d'un parti politique et d'un syndicat pour mettre en œuvre des réformes sociales, c'est ce qu'on appelle la social-démocratie, où finalement le champ politique et le champ social ne sont pas séparés. Voilà comment s'est organisé ce mouvement ouvrier, organisation d'un côté des partis politiques, d'un autre côté des syndicats, pour mettre au point un système social-démocrate. Les choses changent à partir de la Première Guerre mondiale, puisque à partir de 1916, on va avoir une division du mouvement ouvrier, et cette division va finalement entraîner son échec en 1933. Alors, pour bien comprendre la division du mouvement ouvrier, je vous avais fait étudier une affiche, l'affiche du mouvement spartakiste, le document 2, page 94. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début de la Première Guerre mondiale, en Allemagne naît, comme en France, l'union sacrée, c'est-à-dire l'union de tous les partis politiques pour autoriser la guerre et défendre la guerre. Mais à partir de 1916, cette union sacrée éclate, car un courant du SPD ne veut plus de la guerre, au nom de l'internationalisme. Et c'est ce que l'on voit bien sur cette affiche. Cette affiche, ce jeune ouvrier armé simplement d'une épée, qui est l'incarnation du Spartacus, l'esclave romain, lutte contre un monstre qui est avant tout un monstre armé. Et donc, le courant ouvrier spartakiste lutte avant tout contre le militarisme, la guerre, qui pour eux est une guerre purement bourgeoise, qui ne défend pas les ouvriers, qui eux sont ceux qui meurent au front. Alors, les deux fondateurs de ce courant spartakiste sont très importants. C'est Rosa Luxembourg et c'est Karl Liebknecht. Cette division va aller loin, puisque le courant spartakiste, après la révolution russe de 1917, va soutenir
des grèves spontanées qui s'organisent en Allemagne et qui vont devenir de plus en plus nombreuses à partir de l'année 1918. Ces grèves donnent un sentiment révolutionnaire à l'Allemagne et c'est l'une des raisons qui pousse l'empereur Guillaume II à abdiquer le 9 novembre 1918. Et c'est là, dans un deuxième temps, que se fait la vraie division entre SPD et courant spartakiste, puisque à l'abdication de Guillaume II, le courant majoritaire en Allemagne, le parti majoritaire, c'est le SPD. Et donc c'est le SPD qui fonde un nouveau système politique, la République, qu'on appelle République de Weimar, qui a été fondée donc à Weimar, et qui prend le pouvoir. Et ce SPD a pour objectif de négocier la paix, mais il a pour objectif aussi de cesser le mouvement révolutionnaire en Allemagne. Et c'est dans ce cadre qu'il organise la semaine sanglante de Berlin en janvier 1919, durant laquelle seront tués un certain nombre de leaders de ce mouvement ouvrier. Le courant spartakiste, le 1er janvier 1919, s'était structuré un nouveau parti en lien avec l'URSS qu'ils avaient appelé le Parti communiste, le KPD. Et donc, à partir de janvier 1919, il n'y a plus d'alliance possible entre le SPD et le KPD, car pour le KPD, le SPD les a combattus, et les a combattus de la manière la plus brutale, puisqu'il les a combattus par les armes. Alors, dans un deuxième temps, il faudrait quand même revenir sur la mise en œuvre de réformes politiques par le SPD durant la période 1919-1933. Le SPD n'a pas été systématiquement au pouvoir, il a souvent gouverné dans le cadre de coalitions avec des partis plus conservateurs. Mais le SPD au pouvoir, dans cette entre-deux-guerres, met en œuvre un certain nombre de réformes sociales que l'on retrouvera après la Seconde Guerre mondiale. C'est la mise en œuvre concrète de la social-démocratie avec une forte participation du syndicat allemand de l'ADGB. Il y a par exemple de décider en 1919, dans le champ social, la journée de 8 heures. Et il y a une autre réforme très importante, c'est ce qui donnera plus tard la cogestion, c'est la participation des syndicats au conseil d'entreprise. Dès l'année 1919, on autorise la participation des syndicats au conseil d'entreprise. Par ailleurs, sont mises en place en 1927 les assurances chômage, toujours pour les ouvriers. Et cette social-démocratie qui fait des réformes sociales fait aussi des réformes sociétales. Dans le domaine de la société, je vous rappelle, le droit de vote des femmes en 1919. Et des réformes démocratiques, politiques, pour affirmer la démocratie. C'est le cas de l'abolition de la censure dès leur prise de pouvoir. Cependant, cette République de Weimar est très critiquée, malgré ces réformes. Critiques qui sont liées à une situation économique difficile. L'Allemagne connaît une série de crises économiques après la Première Guerre mondiale, du fait qu'elle a eu beaucoup de remboursements à payer, puisqu'elle est jugée responsable de la Première Guerre mondiale, et donc les traités de paix ont imposé à l'Allemagne une série de lourdes amendes. Et par ailleurs, dans le domaine politique, il y a une forte critique de ces traités. Une partie de la classe politique allemande et une partie de l'opinion publique allemande n'acceptent pas ce qui est considéré comme un diktat, ce qui est mis en avant par le parti nazi. Et donc, le SPD est critiqué d'un côté par l'émergence de l'extrême droite, et en particulier du parti nazi allemand, qui s'est créé en 1919, et de l'autre côté par la critique du KPD, qui estime que ce SPD, gouvernant avec des partis conservateurs, sont finalement des sociaux-fascistes, des sociaux-traîtres. Alors c'est ce qui permet en 1933, finalement, dès 1932 d'ailleurs, dès juillet 1932, la victoire du parti nazi aux élections législatives et leur prise de pouvoir en 1933. Il faudrait revenir dans cette troisième partie du Grand 2 sur les conséquences de l'arrivée au pouvoir des nazis pour le mouvement ouvrier. Eh bien, les conséquences sont assez simples. Il y a une interdiction assez rapide de ce mouvement ouvrier traditionnellement incarné par la gauche. Cela se traduit par les pleins pouvoirs qui sont pris par Hitler le 23 mars 1933
l'interdiction de tous les partis politiques en juillet de l'année 1933, donc plus de parti KPD, plus de parti SPD, et la création d'un autre syndicat qui interdit les anciens syndicats, qui est le syndicat nazi, qui est le Front du Travail. Et donc on a une éviction du champ politique et social du mouvement ouvrier traditionnel, avec une répression des leaders de ce mouvement ouvrier. Les premiers camps de concentration sont créés. Le premier camp de concentration est créé dès 1933 avec Dachau. Alors, même si ce mouvement ouvrier disparaît dans l'Allemagne nazie, il y a quelques représentants de ce mouvement ouvrier qui essaient de continuer la résistance. C'est le cas d'Otto Wels. Nous avions vu un petit texte d'Otto Wels, le document 2, page 96, mais il faut garder à l'esprit que cette Allemagne nazie met en place un certain nombre de politiques sociales pour encadrer la population et pour remplacer ce mouvement ouvrier, mais simplement elles n'ont pas les mêmes objectifs que les politiques du mouvement ouvrier. Je vous avais dit que le Front du Travail, la grande différence entre le Front du Travail et l'ADGP, que l'on voit sur l'affiche document 4, page 97, c'est que c'est un front qui défend l'alliance entre le patronat et le monde ouvrier. Et que ce Front du Travail a en fait aussi comme objectif de contrôler la population allemande et de vérifier son attachement au nazisme, à l'idéologie totalitaire. Donc, pendant toute la guerre, ce mouvement ouvrier n'existe plus, n'est plus représenté politiquement, et donc il n'y a pas grand-chose à en dire de plus qu'un mouvement réprimé et absent du champ politique, et ensuite il va renaître après la Seconde Guerre mondiale. Et donc la troisième partie s'intéressera à l'influence de ce mouvement ouvrier après la Seconde Guerre mondiale. En introduction de cette troisième partie, il faudrait redire que la situation de l'Allemagne est complexe, puisque après-guerre, l'Allemagne est occupée et divisée en 4 zones. Ce sont les accords de Potsdam d'août 1945. Il y a la zone soviétique, il y a la zone américaine, il y a la zone britannique, il y a la zone française. Dès l'année 1947, les 3 zones occidentales fusionnent. Et donc on se retrouve avec une situation à 2 zones, une zone soviétique, une zone occidentale. C'est le cas en particulier à Berlin. Alors, nous allons dans un premier temps, à partir de 1949, on a une création de 2 Allemagnes. Une Allemagne de l'Est, communiste, la RDA, démocratie populaire, État satellite de l'URSS, et une Allemagne de l'Ouest, la RFA, qui est, elle, occidentale et de modèle capitaliste. Donc nous allons d'abord étudier le mouvement ouvrier en Allemagne de l'Est, puis ensuite en Allemagne de l'Ouest. Alors, en RDA se met en place un système socialiste totalitaire. Ce système socialiste, on peut le voir à travers le document 4, page 101, qui est une fresque réalisée dans la capitale culturelle de l'Allemagne de l'Est, qui est la ville de Dresden, et qui s'appelle le chemin du drapeau rouge, et qui représente tous les codes du socialisme. Ce socialisme, il a été imposé par l'URSS quand ils occupent l'Allemagne, et en 1946 est créé un nouveau parti socialiste, le SED, qui est une fusion du SPD et du KPD. Mais en réalité, un certain nombre d'anciens leaders du SPD ne pourront pas y participer car jugés socio-fascistes. Ce système qui se met en place est rapidement un système totalitaire et il sera repris à partir de la création de cette Allemagne de l'Est, cette RDA indépendante. Ce système est fondé par Walter Ulbricht et il a comme objectif, cet État a comme objectif de former une communauté d'hommes socialistes. Pour y parvenir, il emploie les moyens d'un État totalitaire, c'est-à-dire un parti unique, le SED, tous les autres partis sont interdits, et une mise sous surveillance de la société.
Dans la mise sous surveillance de la société, le syndicat FDGB joue un rôle très important car il encadre la société dans le monde du travail, mais aussi dans les loisirs, et permet sa surveillance. Par ailleurs, il y a une police politique très développée, je vous l'avais dit, la Stasi. Et puis, il y a une surveillance collective permanente qui donne un sentiment de paranoïa, un sentiment d'être en permanence contrôlé par son voisin, sa famille, ses amis. Enfin, ce système qui est très lié à l'URSS, c'est l'URSS qui a mis en place en réalité le système socialiste en Allemagne de l'Est, dans le domaine économique et social, est très proche du fonctionnement de l'URSS, puisque on garde le système du plan quinquennal, on garde le principe de la collectivisation des entreprises et de l'agriculture, et on garde le principe d'une société complètement encadrée par l'État. Cela n'empêche pas cependant de la contestation. Et vous aviez une photographie, le document 2, page 100, qui revient sur les chars russes qui rentrent dans Berlin pour contrer une manifestation à Berlin-Est en 1953. Alors ça montre deux choses, cette affiche. Ça montre que ce régime est très lié à l'URSS au niveau de sa politique extérieure, et cela montre que c'est un régime répressif, mais nous l'avions dit, mais cela montre qu'il y a malgré tout de la contestation. Alors, contestation matée dans la douleur en 1953, mais contestation qui, durant toute l'année 1989, va aboutir à l'ouverture du mur de Berlin. Alors, le contexte est différent en 1989, puisque les autres démocraties populaires d'Europe de l'Est s'effondrent, en partant de la Pologne, puis la Hongrie, puis la Tchécoslovaquie, et donc il y a un mouvement de chute des régimes communistes qui donne au mouvement contestataire allemand une certaine forme qui va se traduire par exemple par les lundis de Leipzig organisés durant toute une partie de l'année 1989. Malgré tout, lorsque le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1989, ça reste une surprise pour les Allemands eux-mêmes et pour les observateurs internationaux. Alors dans un deuxième temps, il faudrait s'intéresser à l'évolution de ce mouvement ouvrier, cette fois-ci en Allemagne de l'Ouest, de 1945 à 1989. Il y a deux périodes. La première période, c'est 1945-1959. Dans le champ politique, le SPD est extrêmement affaibli. Il est affaibli parce que on l'accuse d'avoir une sympathie pour le SED de l'Allemagne de l'Est. Ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, mais il y a un soupçon de sympathie de vouloir mettre en place un même type de régime que ce qui est fait en Allemagne de l'Est. Par ailleurs, la constitution allemande interdit en 1956 le Parti communiste allemand. Et donc c'est aussi pour ce courant ouvrier qui avait été fort, mais toujours divisé en deux camps, une autre source d'affaiblissement. Cependant, le syndicaliste qui renaît par la formation de la DGB en 1949, lui, va beaucoup plus vite reprendre de l'importance et regagner un certain nombre d'adhérents. Pourquoi 1959 ? Parce qu'en 1959, le SPD va profondément changer son programme. Enfin, profondément, va le changer substantiellement. C'est ce qui se passe lors du congrès de Bad Godesberg. Deux choses à retenir de ce congrès. Ce parti rompt définitivement avec le communisme qu'il condamne. Et ce parti accepte clairement le système de la société de marché. Il ne promet plus une société sans classe comme un objectif final. Non, l'objectif est celui des réformes sociales dans le cadre d'une société de marché. Et par ailleurs, il réaffirme la nécessité de la social-démocratie pour gouverner. C'est ce qui lui permet de regagner un certain nombre d'électeurs et de parvenir au pouvoir entre 1969 et 1982. Deux chanceliers à connaître. D'un côté, Willy Brandt, l'artisan du rapprochement avec l'Allemagne de l'Est, et de l'autre côté, Helmut Schmidt. Ces deux chanceliers vont mettre en place un certain nombre de réformes sociales et de réformes sociétales. Dans le domaine social, s'approfondit encore la participation des syndicats dans les entreprises, dans l'exercice du pouvoir au sein des entreprises, ce qu'on appelle la
cogestion, grande loi sur la cogestion de 1976, qui oblige, dans un grand nombre d'entreprises, à ce que les syndicats participent à la prise de décision au sein des conseils d'administration des entreprises. Il y a un certain nombre d'autres réformes sociétales, en particulier sur les assurances chômage, mais c'est surtout dans le domaine sociétal que le SPD va faire des avancées. Nous avions parlé du droit à l'avortement, du divorce simplifié ou de la dépénalisation de l'homosexualité. Et enfin, je vous rappelle que Willy Brandt, dans un contexte de guerre froide de détente, c'est-à-dire de baisse des tensions, va de son côté favoriser le rapprochement avec l'Allemagne de l'Est. Cependant, ce SPD au pouvoir est critiqué sur son aile gauche avec la naissance d'un terrorisme d'extrême gauche que l'on appelle la bande Abadère, qui va critiquer finalement son détachement de la cause de l'Allemagne de l'Est, sa condamnation du communisme. Et de l'autre côté, des crises économiques, la grande crise économique de 1973, qui entraîne un ralentissement de l'économie allemande et qui va aussi affaiblir ce mouvement SPD. Et puis, le contexte quand même de cette guerre froide, où le choix du camp systématiquement américain est parfois critiqué par les Allemands. Il y a des manifestations au moment de ce qu'on appelle la crise des euromissiles de 1982, où les Américains veulent installer des euromissiles contre le bloc soviétique, et les manifestations scandent « mieux vaut être rouge que mort ». Après la réunification, le SPD disparaît du champ politique, est affaibli en tout cas, parce que c'est le parti conservateur qui remporte une série d'élections avec le chancelier Helmut Kohl. Pourquoi ce SPD est désavoué? D'abord parce qu'il n'était pas forcément favorable à cette réunification, et parce que l'Allemagne de l'Est, réunifiée, vote massivement pour le parti conservateur. Il revient au pouvoir en 1998, et c'est dans un deuxième temps, avec Gerhard Schröder. Et là se met en place finalement une nouvelle théorie socialiste, le social-libéralisme. C'est-à-dire que le Parti socialiste doit continuer à faire des réformes sociales, mais favoriser le système libéral. Et c'est ce qui a été traduit dans l'agenda 2010, où les réformes chômage, dites les réformes Hartz, qui visaient à moins indemniser le chômage pour faire en sorte que les gens retournent plus rapidement au travail. Ces réformes sont jugées très libérales par une partie de l'opinion allemande, et elles entraînent une crise du monde ouvrier, crise du syndicalisme, grande baisse de la participation des gens au mouvement syndical, mais crise aussi du SPD, qui à partir de 2005 entre dans l'opposition et ne parvient plus à reprendre le pouvoir, qui est monopolisé par la CDU et sa chancelière Angela Merkel. Face à cette crise, émerge à nouveau un parti plus radical, qui serait plus proche de l'ancien KPD, que l'on appelle Die Linke d'Oskar Lafontaine, mais ce Die Linke ne réussit pas des percées électorales majeures. Alors en conclusion, on voit que le SPD, enfin le mouvement ouvrier, a beaucoup évolué entre la fin du 19e siècle, où il y avait une tentation révolutionnaire, et le début du 21e siècle, où il est devenu beaucoup plus social-libéral. Mais cette révolution a entraîné aussi un affaiblissement de ce mouvement ouvrier dans le contexte général de la mondialisation. Et on se rend compte aujourd'hui que la polarisation politique allemande, comme la polarisation politique européenne, n'est plus une polarisation socialisme-libéralisme, mais une polarisation mondialisation-anti-mondialisation. Et en Allemagne, le parti qui semble le mieux incarner aujourd'hui l'anti-mondialisation pour l'électorat est le parti d'extrême droite, l'AfD, qui lui connaît depuis 3 années une importante percée électorale.